Le vieil homme sur la barque. Fatudium. Un titre sur la jaquette d'un livre. Soudain, un visage se dessine et nous entraîne dans son sillage. La mémoire est un faucon qui nous emporte dans ses serres, survolés des contrées lointaines. Rien de ce qui a été n'est perdu, tant qu'il y aura des livres pour consigner la vie. Réminiscence ou anamnèse, peu importe. Parfois, on se souvient comme on s'abandonne à la caresse d'une douce bise. Je me souviens. J'avais 6 ans, et sur le chemin des champs de mil, je m'agrippais à la main rugueuse comme on s'accroche à une rampe de fer forgé. J'avais 6 ans et je n'enviais aucune princesse de conte de fées, puisqu'il avait fait de son cœur mon trône et me racontait en permanence la fabuleuse histoire des Guelwares. J'avais 6 ans. J'ignorais qu'il pouvait avoir des tourments, puisqu'il était l'Hercule qui me soulevait d'une main et trouvait une solution à tout ce qui me semblait impossible. À ses côtés, le monde pouvait s'écrouler. J'aurais pris cela pour les secousses d'un délectable jeu de trampoline. D'un naturel placide, ses yeux posaient sur moi une ouate de sérénité qui apaisait toutes mes craintes. Une Guelware ne doit jamais avoir peur, me disait-il taquin. Et pour lui plaire, je lui soutenais que je n'aurais même pas eu peur devant un lion, alors que je l'appelais au secours à la simple vue d'une souris. Il dédramatisait tout, et lorsqu'un élément extérieur venait perturber le bain de quiétude dans lequel il s'efforçait de maintenir les siens, il disait toujours, en quelques octaves mesurées, « C'est la vie ». J'avais 6 ans et 2 grosses nattes qui dessinaient sur ma tête une allée où courait le beurre de karité et les points d'interrogation. Alors un jour, je lui ai rétorqué, espiègle, sans rien comprendre de mes propres mots, « C'est la vie, mais c'est quoi la vie ?» Il avait ri aux larmes, puis, me passant la main sur la tête, il m'avait murmuré, comme une confidence, « La vie, c'est apprendre à avoir le pied marin. » J'avais 6 ans, j'allais à la pêche avec mon grand-père, je n'avais pas le mal de mer, si bien que j'ai pensé avoir tout compris de ces mots. Il n'en était rien. Pendant longtemps, je n'ai vu dans le métier de pêcheur de mon grand-père que nos balades en mer et nos délicieuses discussions où les légendes résumaient merveilleusement le monde. Pendant longtemps, j'ai ignoré sa peine, aveuglé par son sourire éclatant, assourdi par sa voix rassurante, qui se mêlait au bruissement des vagues pour bercer mon cœur d'enfant. Et même si je devinais l'âpreté du quotidien, le rideau de douceur qu'il s'évertuait à tenir entre moi et la réalité bornait mon regard. Pendant longtemps, la vie fut aussi douce qu'une brise marine, et ma perception aussi floue qu'un ciel d'hivernage. Pourtant, tapie en moi, une fille qui ne croyait déjà plus au conte se tenait en embuscade et s'interrogeait. Puis, les années passèrent. J'avais noirci quelques cahiers, obtenu quelques diplômes, marché sur les sentiers du français jusqu'au lycée d'Emba Diop, d'Mbourg. Petit à petit, la lecture avait pris tout le temps que jadis je passais dans la barque de mon grand-père. Le monde s'ouvrait maintenant à moi comme les pages d'un livre. Je passais d'une œuvre à l'autre comme on sillonne une ville, à la recherche des siens. Au hasard des découvertes ou sur le conseil de mes professeurs, j'accumulais les livres comme on multiplie les amitiés. Au sortir des cours, les jours sans classe et chaque fois que mes petits boulots m'en laissaient le loisir, j'allais pleine d'affection retrouver tous ces personnages qui m'invitaient à les suivre à travers le monde. Et dans ma petite chambre de lycéenne, perdue dans une banlieue sableuse de Mbourg, loin de Niodior, mon île natale, je n'étais plus seul, puisque j'avais réuni les miens. Et, quand la bougie s'éteignait, je m'endormais entouré de livres phares, plantés dans l'océan de la vie, pour éclairer les 1000 facettes de la condition humaine. Parmi ces phares, Le vieil homme et la mer, d'Ernest Hemingway. Mais comment gravit-on un arbre qui surplombe la canopée? Altitude. J'ignore tout de l'alpinisme, mais j'imagine des rainures au flanc des montagnes destinées à loger nos doigts tremblants. Altitude. Soudain, un texte vous porte et vous hisse au sommet de la nature humaine. Altitude. Le Kilimandjaro est si minuscule devant nos mondes intérieurs. Altitude. Et l'âme s'élance, pourvu que le souffle tienne la distance. Altitude. Défiant tous nos canyons, on s'accroche à en rompre les phalanges, et la montée dure toute une vie. Oh, hisse! Lire, c'est oser le vertige. On peut lire comme on s'incline, révérencieux, ébloui par la fulgurance d'un bel esprit. Aveuglement. Qui ne me guide pas me perd. Or, je veux seulement trouver mon chemin. Qu'on nous laisse donc un œil ouvert. Errance. On peut lire comme on explore. Je n'ai jamais été un Minas Gerais, et je n'ai pas un oncle jaguar, mais Diadorim. Joao Guimaraes Rosa a fait de moi un gaucho, accroché à la laisse des mots, sillonnant le Sertao depuis mon canapé. Mais que serait mon élan sans mon entend? Memoria. Le mât qui tient la voile a toujours besoin d'un socle solide. On peut donc lire comme on se souvient, car derrière chaque livre, on lit d'autres livres, parfois jamais écrits, mais tapis au fond de nous.
Jour de lecture, jour de rencontre, jour de réveil. Qu'on nous frotte les yeux. Parfois, démiurge, un auteur lève un rideau et vous dévoile tout ce que vous ignoriez en croyant connaître un être cher. C'est Hemingway qui m'a tout appris du courage, de la volonté, de l'abnégation, de la dignité, de la condition de mon grand-père, pêcheur nyojorwa. Alors, quand on me parle de l'identité d'un écrivain, je réponds « Foutaise !» Lire un auteur par et pour ses origines n'est que pure hérésie littéraire. La fragilité de l'humain, les questions existentielles et la vision du monde que les bons auteurs savent nous transmettre rendent toutes les frontières poreuses. Tentaculaire, la généalogie littéraire surplombe toutes les barrières. Nous sommes dispersés sur le globe, mais la littérature nous tisse des liens. Gens de même lecture, gens de même questionnement, gens de même sensibilité au monde, gens de même révolte, gens de même quête. Par le livre, on se trouve des dénominateurs communs, et on se reconnaît au-delà des petits tiroirs identitaires. Jésus reconnaîtra peut-être les siens à leur bibliothèque. La carte d'identité et le taux de mélanine d'Hemingway, je m'en fiche. Il est devenu un des miens parce qu'il m'a raconté l'héroïsme quotidien de mon grand-père pêcheur, mieux que ceux qui mangeaient son poisson. Qu'on soit Hemingway ou pas, en jetant son filet dans les mots, c'est toujours un peu de l'humain qu'on essaie d'attraper. Le vieil homme et la mer, plus qu'une lecture, des retrouvailles. Soudain, dans le dédale de la mémoire, un puzzle se recompose, un visage se dessine à chaque page. Il était là, il est là, il sera toujours là, mon vieil homme sur sa barque, puisque, toujours, je me souviendrai. De taille moyenne, mon grand-père est le premier de mes grands hommes. J'en ai admiré beaucoup, pour différentes raisons, mais aucun de ceux-là n'a essuyé mes larmes comme lui. Aucun n'a chassé mes cauchemars comme lui. Aucun ne m'a taillé une pagaie et appris à ramer comme lui. Aucun ne m'a emmené à la pêche comme lui. Aucun ne m'a appelé mon garçon comme lui. De tous mes grands hommes, seul mon grand-père était assez grand pour voir et me raconter ce qu'il y avait là-haut, derrière le ciel, quand, petite curieuse, je lui demandais « Dis, qu'y a-t-il là-haut, derrière le ciel ?»« Te souviens-tu de ton rêve ?»« Lequel ?» disais-je dubitative. « Celui que tu m'as raconté l'autre jour. » Alors, je lui racontais quelque chose. « Mais non, ce n'est pas celui-là, c'était plus beau. » Je racontais autre chose. « Mais non, c'était encore plus beau. » Et il me jouait le même tour jusqu'à ce que je finisse par lui raconter quelque chose de très joyeux. Alors, il prenait son air le plus sérieux et me disait « Eh bien voilà, c'est ça qu'il y a derrière le ciel. Tous tes beaux rêves existent. Ils attendent là-bas, disait-il en levant le doigt au ciel. Si tu t'en souviens tout le temps, ils se réaliseront pour de vrai. Mais surtout, ne les oublie pas, sinon tu ne grandiras pas. Parce qu'on ne grandit plus quand on a oublié ses rêves. » « Et toi, tu te souviens de tous tes rêves ?» lui demandai-je. « Non, seulement les plus beaux. »« Allez, raconte-moi s'il te plaît. » « Eh bien, quand j'étais petit, dans la barque de mon père, je rêvais d'être moi aussi un grand pêcheur. »« Et tu n'as jamais oublié ?»« Jamais. Regarde, aujourd'hui, j'ai ma pirogue. »« Et tu rêvais de quoi d'autre ? » ?»« D'emmener mon petit-fils à la pêche. »« Et alors ?»« Alors te voilà, ma petite fille casse-pied, tu es mon garçon. » Nous rions de bon cœur. Au village, beaucoup s'étonnaient de le voir m'emmener à la pêche. « Ce n'est pas une occupation pour une fille, lui disait-on. Pourquoi une fille n'irait-elle pas à la pêche alors qu'une fille mange du poisson ?» rétorquait-il. Malgré la pondération de son ton, mon Bosco boxait avec les mots. Je ne connaissais pas encore le mot féminisme, qui ne faisait d'ailleurs pas partie de son vocabulaire, mais j'étais ravi de le voir tenir tête et me garder comme matelot. Même pour le carrosse de Cendrillon, je n'aurais pas renoncé au conciliabule que nous tenions en mer. Pendant qu'il hissait le filet hors de l'eau, il me demandait de tenir le gouvernail. Ma stabilité restait approximative, l'ancre jetée ne touchait pas le fond et nous dérivions lentement, mais le simple fait de maintenir un semblant de cap me remplissait de joie. « Bravo, capitaine !» disait-il, et les rayons du soleil s'engouffraient dans ma bouche. La fierté, c'est un regard bienveillant qui vous redresse les épaules. Refusant d'entendre la moindre ironie dans les félicitations de mon grand-père, j'oubliais le vent et le froid, pleine d'entrain. Il me faisait croire que ma contribution était essentielle, quand lui s'esquintait. Fermement campé sur ses pieds, il penchait son corps d'athlète et empoignait le filet de ses mains gercées. Oh, hiss! Parfois, il s'arc-boutait, pivotait, se déplaçait et ses pas lourds mouillaient le bois de la pirogue. Oh, hiss! Assise à la poupe, j'étais aux premières loges d'un spectacle qui durait depuis des siècles. Mais lui, le combat qu'il livrait, me touchait plus que tous ceux qui avaient eu lieu auparavant dans le même décor. Lui, c'était notre joie, nos nuits tranquilles, notre pain quotidien qu'il tirait aussi des flots. Oh, hiss! Mon acteur, mon danseur, mon lutteur, mon champion, c'était lui. Je l'observais,
Intensément, je le scrutais. Oh, hiss! Dans cette danse rythmée par le clapotis des vagues, les muscles de son dos se pliaient, se dépliaient, ses bras allaient et revenaient sans relâche. Oh, hiss! Son souffle alternait avec le crissement des cordes sur le rebord de la pirogue. Lorsque la prise était bonne, le poids du filet menaçait de rompre les 2 câbles tendus qui reliaient son cou à ses épaules. Oh, hiss! Par moments, il se redressait, posait un genou sur le filet pour éviter qu'il ne se dévide. Puis, une main au bas du dos, il s'étirait, respirait profondément et reprenait sa besogne. Oh, hiss! Seigneur, quelle force faut-il à l'humain pour porter son destin? L'homme sur la barque, lui, se dépensait sans compter. Chaque jour réclamait de lui autant que le précédent. Et lorsque je lui demandais « Tu as mal ?» il se retournait, me souriait et répondait invariablement « C'est la vie ». Il ne se plaignait jamais. Et, parce que j'ignorais encore qu'on pouvait applaudir une telle scène, je lui parlais pour simplement lui manifester mon bonheur d'être présente à ses côtés. Alors, je prétextais une question à laquelle il avait déjà 1000 fois répondu. « Et sous l'eau? Qu'est-ce qu'il y a sous l'eau ?»« Les cauchemars. Quand tu fais un cauchemar, le matin tu le racontes à un coquillage. À la fin, tu craches dans le coquillage et tu le jettes dans la mer. Ainsi, le cauchemar ne revient plus jamais hanter ton sommeil. Mais il y a aussi de bonnes choses sous l'eau. Regarde, disait-il, en montrant la prise qui frétillait dans la cale. Tous ces poissons que Sangoma, le dieu de la mer, nous donne pour nous nourrir. Et n'oublie pas, il y a aussi tes amis les dauphins. Hein, tu les aimes bien, toi, les dauphins? J'avais développé une passion pour les dauphins et je priais toujours pour qu'ils passent avant la fin de notre pêche. Il nous arrivait de les voir, mais cela ne servait à rien de les attendre. C'étaient eux qui décidaient où et quand ils nous feraient cadeau de leur visite imprévisible. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de les guetter, depuis que mon grand-père m'avait raconté une légende selon laquelle ces mammifères étaient de généreux protecteurs, recueillant et élevant les petits dauphins perdus ou orphelins et sauvant les pêcheurs naufragés en les guidant jusqu'au rivage. Cette légende, je ne m'en lassais pas. « Raconte-moi l'histoire des dauphins » criai-je. « Mais tu la connais bien maintenant, » disait-il, avant de s'exécuter, amusé et attendri par mon insistance. Et, à chaque fois, son récit était encore plus beau. Ces mots, ces légendes, je ne savais jamais s'il les inventait ou s'il les avait un jour entendus. Mais ils nous réchauffaient. Ils étaient notre feu de joie, et il les alimentait à volonté. Il fallait que l'imagination soit lumineuse pour estomper les ombres du quotidien. Mon grand-père peignait avec les mots, comme si le bleu de l'océan qui inondait le ciel réclamait d'autres couleurs. Dans sa barque, quelques phrases lui suffisaient pour nous propulser loin de la zone de pêche, où son corps s'abîmait. J'avais de la peine pour lui, mais lorsqu'il s'en rendait compte, il avait 1000 astuces pour chasser toute tristesse de mon regard. Dans les contes, les méchantes sorcières ne sourient pas. Je suis sûr que c'est pareil dans la vie, plaisantait-il, et je lui montrais toutes mes dents. Je n'avais aucune envie de m'envoler sur un balai, en le laissant seul sur sa barque. C'était la vie, c'était la nôtre. Nous habitions une île, vivions de la mer, sobriété d'une vie de campagne. Les journées passaient, lentes, dédoublées, aussi semblables que des jumelles habillées de la même cotonnade rêche. La luxuriance, c'était la poudre d'or rouge qui maquille les crépuscules. Marée haute, marée basse. Même quand les humeurs fluctuaient, on n'en faisait qu'une affaire de lune. On préférait l'analyse des courants marins à celle des états d'âme. Mais le silence, ce n'était pas l'austérité. Il avait la douce onctuosité d'une retenue compréhensive. Dans leur quotidien, les humbles ont cette élégance des âmes polies au labeur, qui ne demandent au Seigneur que la force de rester debout. Les insulaires sont taiseux, ceux de Niodior ne font pas exception. Petite, je me demandais pourquoi. Maintenant, je me dis qu'ils se taisent parce que les mots ne font pas pousser le mil. Ils se taisent parce que les mots n'appâtent pas les espadons. Ils se taisent parce que chacun vit ce que l'autre aurait pu lui raconter. Ils se taisent parce que la vérité tient dans un regard. Dans ce coin du monde, seule la mer est arrogante. Et les vagues, bavardes, jettent leurs dithyrambes sur la grève pour distraire les humains de leurs conditions. L'île de Niodior flotte sur l'Atlantique comme un saint échappé du corsage d'une belle, mais sa beauté n'étourdit personne. Tenaces, les pêcheurs diluent toujours la mer de leur sueur. Désireux de radoucir leur existence, ces braves alchimistes ne peuvent qu'ajouter du sel au sel. C'est la vie. Aujourd'hui, j'ai toqué ma pagaie contre une plume, mais ma barque tangue, toujours attirée par l'horizon. Quand mon cœur, nostalgique, réclame les embruns de l'enfance, je me dirige vers ma bibliothèque et les yeux fermés, je trouve mon talisman, le vieil homme et la mer. Soudain, j'entends la voix de mon grand-père. Vivre, c'est apprendre à avoir le pied marin. Je n'ai toujours pas le pied marin, mais la navigation continue, et quelle que soit la houle, je sais que mon grand-père ne me quittera jamais. Hemingway non plus.